italien. Enfin, oui, je comprends tout à fait, hein. Je crois qu'on est un peu sur la même longueur d'onde pour le self-made man, quoi, pour cette histoire. Je voulais vous poser une autre question. Vous parlez dans vos livres de l'émotion. Et vous dites, l'émotion excessive rend les gens inutilement vulnérables. Quelle stratégie recommandez-vous pour rester cool, calme face aux perturbations? Bon, il y a plusieurs stratégies que j'ai abordées dans mes livres, mais bon, je vais aller rapidement. Euh, Un principe qui revient toujours, parce que les livres sont basés sur des études, des dizaines et des dizaines de biographies, un principe qui revient toujours, c'est que les gens qui arrivent à rester calmes et à prendre des bonnes décisions, qui essayent d'éviter des grosses erreurs, c'est des gens qui ont toujours une perspective assez stable. C'est des gens qui ont la capacité de voir les choses dans le contexte. Les contextes, pour moi, un contexte rationnel, c'est de voir des problèmes, des choses dans la perspective d'une vie humaine, hein. On parle des 80, de 90, 95 ans. Facilement, il y a des gens maintenant qui arrivent à vivre une centaine d'années. Si on regarde les problèmes et les adversités de cette perspective, il est assez facile de rester calme, hein, parce que beaucoup des problèmes et des challenges qui débordent la capacité de les absorber dans quelques jours, dans quelques semaines, si on les voit de la perspective d'une vie complète, des 80, 90 ans, 95 ans, on les met dans la bonne perspective et ça permet de récupérer assez rapidement et ça permet de réduire l'anxiété, le stress qui est parfois qu'il y a beaucoup de gens qui sont complètement assommés à cause de leurs problèmes. Donc, vous dites qu'il faut penser au fait qu'on doit faire, des choses qu'on doit faire, et pas aux émotions qui nous perturbent. Oui, les émotions, disons, on ne peut pas les éviter. Je n'ai rien contre les émotions. Les émotions peuvent être très positives, mais il faut se rendre compte que si on veut prendre de bonnes décisions, des décisions qui vont tenir à long terme, surtout dans les décisions cruciales, hein, les choix d'une profession, les choix si les gens vont commencer à changer, à changer leurs courses, la personne qu'on va épouser ou pas épouser, etc. Disons, c'est des décisions très importantes et là, il faut vraiment réfléchir. Je pense que malheureusement, dans les dernières années, on donne trop d'importance à des réactions émotionnelles et ça, je pense que ça mène nos gens parfois à prendre des décisions assez bêtes. D'accord, d'accord. Oui, donc j'allais vous poser les facteurs qui rendent les gens particulièrement vulnérables aujourd'hui. C'est surtout des facteurs émotionnels, hein. Entre autres aussi, je pense disons, on a une tendance à absorber trop d'informations inutiles, hein, parce que, disons, je ne sais pas quelle est la moyenne en France, la moyenne des temps que les gens passent à regarder la télé par jour. Mais la plupart des informations qu'on reçoit, c'est des informations complètement inutiles, complètement émotionnelles, complètement disproportionnées, qui sont présentées d'une façon très attractive, d'une façon presque addictive, hein, parce que les gens veulent toujours, parce que bon, on ne peut pas. Et la plupart, c'est des informations complètement inutiles qui ne servent absolument à rien. Mais on a cette passion pour être toujours tenu d'une façon assez prête. Après l'information, on veut toujours suivre les cours. Je ne sais pas combien de dizaines de milliers d'heures on a passé à regarder l'incendie de Notre-Dame, qui pour disons, c'est un truc important, mais pour la plupart des gens, je ne sais pas, pour la majorité des Français, ça n'a aucun impact sur leur vie quotidienne, mais on a passé des millions d'heures à regarder des clips, des vidéos sur l'incendie de Notre-Dame, hein. Oui, exactement, mais aussi on a passé des millions d'heures à regarder des publicités entre les clips de Notre-Dame. Les publicités aussi. Euh, John Vespasian, votre livre comprend une section concernant les constructeurs de cathédrales au Moyen Âge. Qu'est-ce que ces constructeurs du Moyen Âge nous apportent aujourd'hui au point de vue connaissance? Énormément, parce que j'ai dédié un chapitre de mon dernier livre
à l'histoire de la construction de Saint-Denis, une cathédrale gothique, comment est-ce qu'on a développé les processus pour essayer de construire une cathédrale. C'est un truc extrêmement complexe. Si on tient compte des niveaux technologiques qu'on avait au XIIe siècle, c'était l'abbé Suger qui a développé des systèmes de gestion extrêmement complexes et qui toujours, les principes sont les mêmes qu'on utilise au XXe siècle. Je peux couvrir ça rapidement. Mais l'abbé Suger s'est retrouvé devant des problèmes énormes, parce que, disons, la technologie pour construire des cathédrales était déjà connue au XIe siècle, mais personne n'avait osé à mettre la technologie en pratique parce que c'était extrêmement compliqué. Il fallait embaucher des centaines de gens qui parlaient des langues différentes, parce qu'on ne se rend pas compte, mais en France, au XIIe siècle, il y avait des gens qui ne se comprenaient pas, les langues étaient très différentes. Les gens ne savaient pas lire, alors on ne peut pas vraiment donner des instructions écrites. On ne pouvait pas travailler en hiver parce que la température était extrêmement froide. Les gens travaillaient, disons, dehors depuis avril jusqu'à septembre. Et Suger, il a développé un processus, un système de travail très solide qui était vraiment à preuve des problèmes parce qu'il a trouvé un moyen pour essayer de permettre les gens de rester occupés pendant 12 mois à l'année, parce qu'à un moment, les gens étaient embauchés que pendant l'été et après, il était viré. Il a tenu la même équipe de travail pendant toute la construction de la cathédrale. Il a construit des maisons pour les ouvriers afin que les gens puissent continuer à travailler en hiver. C'était complètement inouï au XIIe siècle. L'histoire est très intéressante, mais les principes essentiels qui étaient dans son système de travail, parce qu'il a créé un système pour construire des cathédrales, parce qu'avant Suger, personne n'avait osé aborder un projet aussi complexe. Et après Suger, toutes les cathédrales françaises sont recopiées des Saint-Denis. En fait, c'est les mêmes systèmes. C'est parce que Suger, il a développé un système de production et de gestion. Et les principes principaux qu'il a développés, c'est tout simplement créer un système de travail qui permet toujours d'avancer, toujours de faire des choses pratiques, même si on est bloqué dans un certain moment. Par exemple, il a créé un système qui permet aux gens de continuer à travailler en hiver, même si la température était trop froide. Il a créé un système pour permettre aux gens de se comprendre et d'utiliser les mêmes mesures, même s'ils ne parlaient pas la même langue. Il a créé des systèmes pour éviter des erreurs qui sont toujours, disons, ça fait un peu le système préalable aux techniques de production japonaises que nous avons au XXe siècle. Et je pense que tous les systèmes, les processus de construction des cathédrales n'a été jamais suffisamment étudié. J'ai dédié un chapitre de mon livre parce que je pense que les principes sont extrêmement importants pour réduire les erreurs et pour réduire le stress. Ah, d'accord, parce que là, je vois les cathédrales, elles sont magnifiques et je me demande comment ils ont pu faire avec les moyens qu'ils avaient à l'époque pour aller à une telle hauteur et faire tellement de belles choses. Parlons un petit peu maintenant, je change de sujet, mais dans le domaine de la santé maintenant, est-il possible d'adopter des stratégies efficaces et régulières afin d'éviter les perturbations dans vos livres rationnels? Il est possible, si on regarde l'histoire, on peut toujours apprendre les principes. J'ai dédié un livre à la médecine grecque, c'est un livre que j'ai écrit il y a 3 ans, dont j'ai parlé des principes de la médecine d'Hippocrate. Hippocrate et Galène, c'est des médecins grecs à peu près au début de notre période historique. Et les principes étaient toujours les mêmes. C'est les gens qui faisaient toujours un peu d'exercice sans être excessivement dédiés à l'exercice. Ils passaient, disons, ils marchaient beaucoup. Ce n'étaient pas des gens qui passaient la journée à lever des poids. Et il avait une nutrition très équilibrée, normalement des produits naturels. Il consommait énormément des tisanes. Par exemple, ils avaient l'habitude de boire des sauges, des tisanes de sauge, disons, des camomilles
ancienne Des romaine. infusions, quoi. Des infusions. Oui. C'était des principes très simples, hein, parce que la technologie était très, très primitive, mais ils utilisaient ces principes-là pour se tenir à bonne santé, pour rester à bonne santé, et aussi pour avoir une vie plus longue. Hein. Il faut se souvenir, par exemple, qu'Hippocrate, les médecins grecs, il a vécu 90 ans. D'accord, d'accord. John Vespasian, on a que 2 minutes qui nous restent, même un peu moins. J'aimerais terminer par à quel point peut-on supporter les incidents et les accidents divers? On peut les supporter bien. J'ai dédié un chapitre de livre à l'histoire de Django Reinhardt, qui était un musicien français qui était très connu aux années 50-60, et il a eu un accident quand il avait 20 ans. Il a perdu un doigt parce qu'il a eu un incendie et il était en train de... Bon, il a piqué une dépression assez profonde, mais après, il a retrouvé la réponse. Il a trouvé une façon de continuer. L'histoire est très intéressante parce que ça te donne les principes qui est derrière. C'est toujours quand on a en face d'une situation d'un accident, des problèmes de santé importants, il faut toujours essayer de retrouver dans l'histoire des situations similaires et des gens qui ont été capables de résoudre des problèmes similaires. On trouve toujours des bons exemples, et ça, pour la plupart des gens, c'est très important parce que ça permet de développer un peu de l'enthousiasme, une vision très positive, de dire, bon, comme a fait Reinhardt aussi, hein, quand il est passé 6 mois pour se rétablir, et après, il est devenu un musicien très célèbre, mais à un certain moment, il avait des problèmes de santé énormes. Hein. D'accord. Écoutez, John, malheureusement, nous sommes à la fin des 25 minutes. On n'a toujours jamais le temps pour parler, pour finir. Nous venons de parler avec l'écrivain John Vespasian de son dernier livre, écrit en anglais, Undisrupted, How Highly Effective People Deal with Disruptions, ou, comme je traduirais, pas dérangé, comment les décideurs puissants traitent le désordre, écrit en 2019. John Vespasian a publié 10 livres très intéressants sur la vie rationnelle sur Amazon. Il est mon invité aujourd'hui sur Curmudgeonly Yours, animé par Richard Bond sur societybitesradio.com. Cette diffusion est également disponible sur d'autres plateformes Internet telles que Sound Echo, Spotify, AHA Radio, iHeartRadio et iTunes, ainsi que sur podcast sur richardbond.com. Merci beaucoup, John Vespasian. So I'd like to thank our guests for being on Curmudgeonly Yours today. And please, if you like what you heard, send me an email to richard@richardbont.com. And if you didn't, please keep your comments to yourself. Remember, this is Richard Bont and Curmudgeonly Yours on Society Bites Radio, where everything is what it seems, nothing is what it seems, and what is not said is often of most interest.